effectivement, l'outil s'appelle Agribest. C'est un outil d'autodiagnostic de la performance biodiversité des pratiques agricoles à destination des agriculteurs. Tout est à peu près dit dans le titre, mais on va repréciser tout ça. Juste pour vous dire que nous avons co-construit cet outil, la coopération agricole Ouest, avec CDC Biodiversité, qui est la filiale biodiversité de la Caisse des dépôts et consignations, qui est plus connu souvent à travers son action de compensation biodiversité, mais aussi avec le soutien des régions Bretagne et Pays de la Loire. C'était important parce qu'on a dû développer une application mobile, et comme c'est un autodiagnostic, il faut que ce soit un outil très ergonomique, donc on avait besoin de soutien à ce niveau-là, et ça s'inscrit évidemment, comme Anne l'a dit, à la fois dans le CASDAR et aussi dans le PRDA, notamment en Bretagne, mais également en Pays de la Loire. Vous dire quand même que le projet et l'outil est le fruit d'une longue co-construction pour plusieurs raisons, avec tout un tas d'acteurs, et notamment les chambres d'agriculture, mais pas que. Pourquoi? Parce qu'en fait, développer un outil de ce type-là, on a commencé le projet, grosso modo le développement, en tout cas en 2019, on est en 2023, ça fait 3 ans et demi, 4 ans. Un outil comme ça peut se développer, a priori, en un an et demi, sauf que c'est un outil qui a vocation à être robuste, mais aussi reconnu légitime par tout un tas d'acteurs du monde agricole, mais pas que du monde agricole. Et donc pour ça, il a fallu enclencher toute une démarche de co-construction progressive avec tout un tas d'acteurs, dont un certain nombre sont listés ici, pour à la fois être sûr que l'outil est robuste et être sûr qu'il soit demain utilisé, mais aussi qu'il soit reconnu par tous ces acteurs-là pour qu'on puisse, nous, monde agricole, l'utiliser sereinement et que ça ne pose pas discussion. Ça a fait l'objet d'à peu près 250 tests tout autour de la France. Alors, ça veut dire que c'est un outil qui a vocation à être national. Alors, on l'a développé chez nous parce que la demande est partie de chez nous, de nos coopératives notamment, à partir de 2018 à peu près, mais qui a vocation à être national, et on y reviendra sur quelques-unes de ses caractéristiques. On l'a testé avec pas mal de coopératives, on l'a testé avec la zone d'atelier, la Plaine et Val-de-Sèvres, on l'a testé avec tout un tas d'autres acteurs, et on l'a qualifié avec tout un tas d'autres acteurs qui sont cités là. On pourra y revenir si vous le voulez. Petit focus là-dessus, très rapide, on y reviendra une fois encore, c'est que c'est à la fois une co-construction dans son développement, mais ça va être aussi une co-construction dans sa gestion et son déploiement, avec notamment la mise en place d'une communauté qui réunit tous les experts et les futurs prescripteurs de l'outil. C'est un lieu sur la base du volontariat, évidemment, qui va nous permettre d'échanger sur l'outil, sur les enjeux agriculture biodiversité, sur son déploiement, sur les projets qui émergent avec cet outil, etc., etc. L'idée, évidemment, c'est de l'améliorer s'il y a besoin. Il y aura en face de ça un comité d'orientation stratégique et scientifique qui sera mis en place, parce que on sait qu'il va y avoir des questions qu'il va falloir qu'on gère, notamment l'utilisation des données. Si l'outil est utilisé massivement au niveau national, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? On n'a pas vocation, nous seuls, la coopération agricole Ouest et CDC Biodiversité, à décider de l'utilisation de ces données. Donc, ce comité d'orientation aura en charge notamment de discuter ces éléments-là, et probablement d'autres éléments qui risquent d'arriver au moment du déploiement de l'outil. Un comité de pilotage, évidemment, qui décide, qui anime et qui merde. Alors, qu'est-ce que c'est Agribest? C'est un outil d'auto-évaluation, je l'ai dit. En gros, on fait un 360 degrés des pratiques agricoles, et l'idée, c'est que ce soit un outil de première marche biodiversité. Alors, très clairement, il existe dans le paysage aujourd'hui tout un tas d'outils, tous aussi performants les uns que les autres, hein, évidemment. Là-dessus, il n'y a pas de doute, mais on faisait le constat, nous, qu'on avait du mal à mobiliser la grande masse des agriculteurs. Et donc là, l'idée, c'est de les mettre en posture, de commencer à réfléchir, à la fois de comprendre et d'évaluer les effets de leurs pratiques sur la biodiversité. Alors des fois, c'est des effets positifs, et il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils puissent en parler, évidemment. C'est des fois des effets plutôt neutres, et puis c'est aussi des fois des effets négatifs. Et là, une fois encore, il faut qu'ils en prennent conscience pour commencer peut-être à réfléchir à des voies de progrès. Mais on a intégré aussi, au-delà de cette évaluation sur les pratiques, aussi les effets que ça a sur les services écosystémiques et environnementaux qui sont rendus par l'agriculteur au travers de ces pratiques. L'idée, c'est que ce soit un outil sur la base du volontariat, donc on ne contraint pas, on ne juge pas, on ne certifie pas, hein, c'est un autodiagnostic. Ce 360 degrés, ça va permettre d'identifier et visualiser les voies de progrès. On laisse le choix des évolutions à l'agriculteur, soit seul, soit avec ses conseillers préférés. Ça sera à lui d'intégrer toutes les autres dimensions que uniquement la dimension biodiversité. Donc, ce n'est pas un outil qui fournit un plan d'action, c'est un outil qui permet d'identifier
les points sur lesquels on a besoin de s'améliorer. Ça permet de générer des données qui permettent de communiquer, de valoriser, de dialoguer. Ça, c'est important aussi. C'est qu'on sait que la biodiversité, c'est un bien commun et qu'en tant que bien commun, il faut le gérer en commun, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait autour d'une exploitation agricole tout un tas d'acteurs, d'experts et d'expertise pour ensemble comprendre, décider et agir sur la question de la biodiversité. Et donc, cet outil doit permettre justement de mettre à plat un certain nombre de données, de faits objectifs pour commencer à réfléchir ces éléments. Au travers des tests qu'on a pu réaliser, l'autodiagnostic met environ 25 à 30 minutes. C'est ce qu'on visait, parce qu'au-delà, on considérait qu'on risque de perdre un nombre important d'agriculteurs. Le périmètre, c'est au libre choix de l'utilisateur, mais globalement, on a plutôt tendance, et en tout cas les utilisateurs ont plutôt tendance à avoir un périmètre à l'échelle de l'exploitation. C'est-à-dire qu'ils regardent à l'échelle de l'exploitation quelle est leur performance en matière de biodiversité. Mais ça peut se faire aussi sur un atelier spécifique. Ça a vocation, l'outil a vocation à être un référentiel unique, toute filière et tout territoire, je l'ai dit. Donc, ça veut dire que c'est un même référentiel, quel que soit le territoire et quelle que soit la filière. C'est un outil qui est gratuit, qu'on a fait volontairement simple. Donc, on a simplifié un certain nombre de choses, mais vous verrez pourquoi on l'a fait. Et c'est un outil qui a vocation à être pédagogique. Et une fois encore, on verra les choix qu'on a fait pour que ça permette justement cette pédagogie-là. Et chose importante aussi, c'est que implicitement, à travers cet outil, on fait le choix de massifier les petits pas des agriculteurs. En gros, on fait le pari que plutôt que d'aller chercher un petit nombre d'agriculteurs qui vont faire des grands efforts en matière de biodiversité, il vaut mieux aller chercher une grande masse d'agriculteurs, quitte à accepter qu'ils fassent individuellement des petits pas, mais c'est la somme de ces petits pas qui va avoir un véritable effet sur la biodiversité. Et ça répond justement aux trois ambitions qu'on s'est données avec cet outil-là. L'ambition centrale, c'est quand même de passer un cap dans la prise en charge de la biodiversité par les agriculteurs. Et pour ça, l'idée, c'est de massifier la mobilisation et massifier les effets des évolutions de pratique de ces agriculteurs-là. Mais c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte sur tout un tas d'autres sujets que lorsque le monde agricole n'a pas la main sur ces sujets-là ou ne propose pas une vision, on se la voit imposer par d'autres. On se la voit imposer, donc on est juste en réaction à ces questions-là. Ça nous est arrivé sur le bien-être animal, ça nous arrive sur les questions de phyto et bien d'autres sujets. Et donc là, sur le sujet biodiversité, la question c'était comment le monde agricole pouvait aussi proposer sa propre vision et co-construire sur la base de ce qu'elle perçoit et des enjeux qu'elle perçoit sur ces questions-là. Et l'idée aussi, c'est que derrière, peut-être, en tout cas c'est un pari qu'on fait, que si l'outil est utilisé massivement, ça peut devenir un référentiel qui permet aussi de discuter de la valorisation de ces pratiques déjà existantes et de l'évolution de ces pratiques plus favorables à la biodiversité. Une fois encore, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu pour le monde agricole et jusqu'à maintenant, sur un certain nombre de sujets, souvent on a les contraintes, on a rarement la valeur. Et donc là, l'idée, c'est d'avancer aussi sur cette question-là. Et le troisième enjeu auquel on essaye de répondre, c'est qu'on s'est rendu compte très rapidement que sur cette question relation agriculture-biodiversité, on avait très peu de données objectives à l'échelle Ferme France pour qualifier cette relation-là, alors même qu'on a tout un tas de politiques publiques, nationales, européennes, voire plus locales, sans véritablement savoir. Et donc là, l'idée de l'outil, c'est de pouvoir générer aussi de la donnée via ce référentiel commun, s'il est utilisé largement, qui permettra d'objectiver, d'expliciter cette relation-là et peut-être d'avoir des réflexions plus construites sur ces questions. Donc clairement, Agribest, c'est mobiliser le plus grand nombre, déclencher des démarches de progrès et faciliter le dialogue. C'est les trois principales comment dirais-je, objectifs et finalités de l'outil. Alors, qu'est-ce qu'on évalue? Je l'ai dit, on évalue l'impact des pratiques agricoles, mais sur l'accueil, la reproduction et la circulation de la biodiversité ordinaire. Mais elle est remarquable parce qu'elle est spécifique de ces territoires-là, sur et autour de l'exploitation. Alors, on regarde les espèces et les écosystèmes terrestres et aquatiques, on n'est pas allé sur la dimension génétique. Donc, en gros, on va regarder un ensemble de pratiques qui vont avoir un effet sur un ensemble de biodiversité. Qu'est-ce qu'on regarde également? Je l'ai dit, je l'ai évoqué rapidement, c'est qu'on évalue la fourniture potentielle, donc plutôt qualitative, de services écosystémiques et de services environnementaux générés par l'agriculteur. Donc en gros, en faisant le diagnostic, ça permet de générer une visibilité, alors une approche qualitative, je l'ai dit, sur 10 services écosystémiques et environnementaux en matière de biodiversité, d'eau, de climat et de qualité de vie locale. Alors c'est important parce que très rapidement, on se rend compte que regarder que ces pratiques agricoles, c'est important, c'est le premier niveau, mais assez rapidement, il faut qu'on permette à l'agriculteur de faire le lien entre ces pratiques agricoles et ces enjeux biodiversité.
Et donc, une des manières d'y arriver, c'était justement de faire le lien entre ces pratiques et les services écosystémiques et environnementaux. Et je l'ai dit en matière de biodiversité, mais très rapidement, et là ça fait le lien avec certains sujets plus agroécologiques, ça a été évoqué tout à l'heure sur les groupes de progrès, Catae, etc., c'est qu'effectivement, un certain nombre de pratiques favorables à la biodiversité le sont aussi pour le climat, le sont aussi pour les questions d'eau et le sont aussi sur la question de la qualité de vie locale. Et donc, l'intérêt, c'est de rendre visibles ces liens entre les pratiques et les services rendus. Une fois encore, ça doit aider à orienter des démarches. Ça ne fait pas un contrat de valorisation type PSE ou autre, hein, très clairement. Mais ça permet d'aller un peu plus vite là-dessus. C'est des discussions qu'on a eues avec certains porteurs de projets PSE qui nous disaient que la phase justement amont d'identification de ces services rendus, des pratiques, des agriculteurs, etc., nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup de temps souvent. Cet outil peut permettre, sous certaines conditions, d'aller plus vite sur ce premier pré-cadrage de projet. Comment on évalue? Très rapidement, on est parti, donc c'est une évaluation indirecte, vous l'avez compris, on est parti sur 15 facteurs, ce que nous on appelle des facteurs, en gros des pratiques agricoles, qui ont un impact sur la biodiversité. Donc on regarde tout ce qui est la biodiversité associée à l'eau et aux milieux humides, donc la gestion de la matière organique, la gestion de la fertilisation azotée, la gestion de la structure des sols, la gestion du drainage, de l'irrigation. On regarde évidemment toute la gestion de la biodiversité du cœur de parcelles cultivées, les cultures et couverts fleuris, la gestion des adventices, la gestion des ravageurs de culture, des maladies fongiques et des bandes enherbées, tout ce qui est gestion de la biodiversité prairiale avec les couverts prairiaux, les prairies permanentes, les prairies à caractère naturel, et la biodiversité associée aux éléments naturels du paysage, les éléments écologiques remarquables et les éléments écologiques remarquables étant grosso modo les infrastructures agroécologiques. Donc, en regardant ces 15 pratiques-là, on a une vision à peu près globale et à peu près fine des impacts de nos pratiques par rapport à l'accueil de la biodiversité sur et autour d'une exploitation. Et vous verrez comment sont faits après la métrique exactement de ces 15 facteurs. Il y a 6 niveaux de performance pour chacun des facteurs, du niveau le plus faible au niveau le plus fort. Et l'agriculteur se positionne sur ces 6 niveaux en fonction des pratiques qu'il a, alors soit globalement à l'échelle de l'exploitation, soit sur un atelier en particulier. Ces principes, c'est un outil au service de démarches volontaires. Donc, on a écrit une charte d'utilisateur pour bien cadrer justement les principes d'utilisation pour être bien sûr de la bonne utilisation de l'outil. C'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas que ça devienne un outil normatif. Donc, c'est un outil sur la base du volontariat et on veut que ça reste un outil sur la base du volontariat. Massifier les petits pas, je l'ai déjà dit. L'autonomie, j'en ai déjà parlé, mais c'est très important. C'est-à-dire qu'on laisse le choix, évidemment, à l'agriculteur de décider les voies et les moyens pour améliorer ses pratiques. Ce n'est pas l'outil qui peut faire ça. La transparence, évidemment, c'est important. C'est-à-dire que c'est un outil sur lequel on a évité l'effet boîte noire. C'est-à-dire que l'agriculteur doit pouvoir comprendre comment on évalue les choses, comment il se positionne et quel est le résultat que ça donne en fonction de ses pratiques, parce que c'est un outil aussi pédagogique. Donc en fait, l'idée, c'est que ce soit le plus transparent possible. On fait le pari de la confiance, de l'intelligence et du commun, c'est-à-dire qu'on fait confiance à l'agriculteur dans sa capacité à faire, on fait confiance à son intelligence, il faut juste lui donner les moyens de pouvoir avancer. Et on fait aussi le pari du commun, c'est-à-dire que c'est un outil qui est censé générer des références moyennes sur lesquelles l'agriculteur va pouvoir se comparer, soit par OTEX, soit par label, soit par territoire. Et pour ça, il faut que chaque agriculteur accepte de partager ces données pour qu'on puisse produire, nous, ces références moyennes, anonymisées, bien évidemment. Et c'est un outil de dialogue, je l'ai évoqué aussi, pour réunir, et on y reviendra au moment de la discussion sur quel projet en Bretagne, c'est comment on réunit toutes les intelligences, toutes les compétences pour concilier agriculture et biodiversité. C'est clairement un facilitateur de projet, je l'ai évoqué, au cours de tous les tests et de tous les partages qu'on a fait, a émergé un ensemble de catégories de projets en termes de formation, de plan de progrès, de valorisation ou de dialogue. Et on voit bien qu'en fait, et c'était l'objet de l'outil, c'est que ça peut servir à une multitude de projets qui peuvent se faire à différentes échelles, à une filière, un territoire, et sur différents objets. Ça peut être sauvegarder un patrimoine spécifique, ça peut être de la communication, ça peut être piloter un projet plus global de filière ou autre, ça peut être pour produire de la connaissance, ça peut être pour faciliter du dialogue, etc., etc. Mais c'est aussi un outil au service de projets collectifs. Et donc, on a mis en place tout un tas de procédures qui permet à des porteurs de projets collectifs, ça peut être une coopérative, ça peut être une chambre d'agriculture, ça peut être un territoire, ça peut être tout un tas d'autres structures associatives et autres qui ont envie d'engager un projet dans lequel ils ont besoin de faire un diagnostic
Et donc là, l'idée, c'est qu'on a mis en place des procédures simples pour être référencé comme prescripteur de l'outil. On a mis en place un espace qui permettra à ces prescripteurs de gérer les données collectées auprès des agriculteurs auxquels ils ont prescrit l'outil. On a évidemment mis en place des procédures sécurisées pour gérer la donnée. Évidemment, on est soumis aux règles RGPD. On a fait très attention à ce que les règles RGPD soient respectées. Donc, je vous montrerai comment ça se passe dans l'outil tout à l'heure. Et on a mis une fois encore une autre charte, une charte des prescripteurs pour encadrer l'utilisation de l'outil par ces prescripteurs pour des projets collectifs qu'ils seront obligés de signer pour pouvoir avoir accès à l'outil. Et comme je le disais, et donc là j'ouvre la discussion qui reviendra plus tard, c'est aujourd'hui le développement de l'outil qui a été lancé le 31 mai n'est pas une finalité, ce n'est qu'un début en fait, parce qu'aujourd'hui l'enjeu c'est de déployer l'outil, c'est de faire émerger des projets, soit individuels, soit collectifs, qui associent les filières et les territoires et qui soient créateurs de valeur environnementale, bien évidemment, mais aussi territoriale et économique, sans quoi, en fait, ils risquent pas de, enfin, les projets risquent de ne pas être trop durables. Et que l'idée de tout ça, c'est de pouvoir coopérer et associer toutes les énergies pour faire de la biodiversité un atout pour l'agriculture. Donc voilà pour le volet, j'espère que j'ai tenu les 10 minutes, le volet projet au sens très large. Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être des questions à cette étape-là. Alors, vous allez pouvoir avoir toutes ces informations sur le site internet agribest.fr, sur lequel vous allez pouvoir aussi télécharger l'application que je vais vous présenter juste derrière. Alors, je ne sais pas, Il n'y a Anne, pas est-ce qu'il de y a des- questions Il y a pour pas de questions, l'instant. oui. Non. Je pense C'est qu'on peut clair. dérouler Voilà. comme c'était prévu, hein, Thomas. Bien. Et Jacques-Marie-Isabelle dit très clair, Thomas. Donc, Super. Bon. super. Donc là, on est plutôt sur la démonstration de l'outil. Et puis, par contre, Ouais. il y aura ce temps de questions-réponses à l'issue C'est de ça. cette présentation. Merci. Donc, vous devez avoir à l'écran là Internet. Donc là, je vous l'ai dit, c'est le site internet agribest.fr. En cliquant sur s'auto-évaluer ou s'auto-évaluer, vous accéderez à l'outil. Il faut juste s'inscrire, des démarches un peu standards. Vous avez sur l'outil là, si ça vous intéresse, et de pouvoir communiquer là-dessus, par exemple, des éléments sur un tutoriel. Donc, la démonstration que je vais vous faire est grosso modo la même que celle qui est sur le tutoriel. Et si, en tant que prescripteur, l'outil vous intéresse, il y a là tout un espace sur devenez prescripteur avec la procédure qu'on a voulu le plus simple possible, la charte. Et puis surtout, comment ça marche avec le contactez-nous. En fait, il faut nous envoyer un mail et puis après, on déclenche la procédure derrière. Mais basculons sur l'outil en lui-même que vous voyez maintenant à l'écran. Je vais peut-être vous le mettre en plein écran, ça sera encore mieux. Je pense que vous voyez tout. Donc, vous avez en fait à gauche et à droite, c'est à peu près les mêmes menus. Vous avez un espace Mon compte. Évidemment, vous gérez le partage de vos données, on y reviendra, vos identifiants, etc. Mes exploitations, avant évidemment de faire un diagnostic, il faut renseigner une exploitation parce qu'on associe un diagnostic à une exploitation, et vous verrez, l'exploitation peut évoluer dans le temps, ou alors on veut faire un diagnostic sur un atelier, puis sur un autre atelier, et puis on veut faire après sur l'ensemble de l'exploitation, c'est possible aussi. On veut évidemment engager un nouveau diagnostic, on clique là-dessus. On peut avoir l'espace sur tout l'ensemble des diagnostics qu'on a déjà réalisés. Là, il y a un espace pour aller plus loin, je vous le montre tout de suite. On a donc, et là on s'est associé et on remercie le projet Cobra Okapi, dont la Chambre d'agriculture Bretagne est partenaire, avec 3 autres chambres d'agriculture, qui nous a permis de pouvoir, notamment, hein, ce n'est pas les seules sources, mais en tout cas de recenser un certain nombre de fiches actions par pratique par rapport aux 15 facteurs que je vous ai présentés tout à l'heure, qui permettent d'être des ressources utiles pour l'agriculteur. Alors, une fois encore, hein, ce n'est pas un plan d'action, mais qui lui permet de regarder, par exemple, sur la gestion de la matière organique, quelques fiches actions qu'on a sélectionnées et qui permet à l'agriculteur de commencer à se poser les bonnes questions. Si je fais ça comme ça, je ne vais pas y arriver. Voilà.
Donc l'espace mon compte, je vous l'ai évoqué. Donc là, il y a mon profil, etc. Mais allons directement sur les droits RGPD. Évidemment, des choses très standards sur les conditions générales d'utilisation, sur les chartes de protection des données personnalisées, sur la politique de cookies, etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est toujours important pour l'agriculteur. Évidemment, l'agriculteur peut supprimer son compte à tout moment. Et sur mes données, on a demandé aux développeurs d'être très explicites et de développer un maximum cette fonctionnalité-là. Comme je vous l'ai évoqué, c'est très important pour nous parce que soit l'agriculteur a confiance dans l'utilisation qui est faite de sa donnée et il fera du diagnostic, soit il n'a pas confiance et on risque de créer justement une défiance qui fait qu'il n'utilisera pas l'outil. Donc là, l'idée, c'est qu'à minima, on lui demande de partager ces données avec d'autres utilisateurs, des données non identifiantes, pour générer justement les références moyennes par OTEX, par label et par département. Donc ça, il faut qu'il le valide ou qu'il ne le valide pas. S'il le refuse, toutes les données de son diagnostic ne seront pas intégrées dans la mécanique qui permet de produire ces références. Et c'est la même chose, il est obligé donc de le partager aussi avec les cofondateurs que nous sommes d'Agribest pour que nous puissions justement générer ces données-là et générer aussi des données sur le niveau d'utilisation de l'outil. C'est une fois encore des statistiques non identifiantes, donc c'est des données anonymisées. Donc ça, c'est important. Et on demande à l'agriculteur très explicitement de gérer ces partages-là. Sur la question, ici, vous avez un onglet Mes projets. Alors là, pour l'instant, c'est mon compte à moi, donc pour l'instant, je n'ai pas de projet. L'agriculteur verra là tous les prescripteurs qui lui ont soumis le projet de faire un diagnostic pour tel projet, pour telle finalité, avec telle utilisation des données, ce qui lui permettra justement de gérer le partage de ces données avec l'ensemble des prescripteurs. Alors, ça peut être un prescripteur, ça peut être plusieurs, hein. On peut considérer qu'un agriculteur peut être sollicité par son territoire, par sa coopérative, par sa chambre d'agriculture, par je ne sais qui encore, pour partager ces données. Ça sera à la charge à lui de décider avec qui il veut les partager, avec qui il ne veut pas les partager. Donc il trouvera toutes ces informations ici. Sur les exploitations, alors j'en ai renseigné un certain nombre. Regardons par exemple celle-ci sur les grandes cultures spécialisées. On s'est posé la question, quel est le minimum d'informations dont on a besoin pour faire tourner la mécanique, mais pas plus. Une fois encore, pour réduire le nombre de questions. Donc sur l'identification de l'exploitation, son numéro de SIRET, le nom de son exploitation, ou de son atelier. Hein. Une fois encore, ça sera à lui de choisir à quelle échelle il veut le faire. L'adresse, alors là, c'est des choses un peu automatiques. Là, c'est un diagnostic test qui a été fait sur la région de Dijon. Son statut juridique, donc là, c'est un menu déroulant. Quelques questions sur les caractéristiques de son exploitation, sa surface, évidemment, son activité dominante. Donc là, on a réduit un certain nombre d'OTEX, parce qu'on en avait 62 au démarrage, et c'est la complexité de s'y retrouver. Donc on a réduit le nombre d'OTEX, et on a laissé la possibilité de pouvoir renseigner un autre OTEX si l'utilisateur ne s'y retrouve pas, et on verra à l'expérience s'il y a besoin de rajouter cet OTEX si c'est quelque chose qui revient régulièrement. Si son activité, s'il est en production sous certains SICO, donc là on est vraiment sur les 5 SICO, donc il peut avoir plusieurs SICO en même temps, donc il peut renseigner ça avec plusieurs signes de qualité. Et son numéro de package. Alors, le numéro de package, ça permet aussi à certains prescripteurs en fait, de mieux repérer en fait, l'agriculteur, puisque le partage des données que fera l'utilisateur avec le prescripteur, ce seront pour le coup, là par contre, des données nominatives. Deux questions sur la biodiversité qui n'entrent pas dans le calcul de la performance, mais qui permettent de qualifier l'exploitation. C'est est-ce qu'il est déjà engagé dans des démarches de progrès en matière de biodiversité? Donc, on a fait une certaine liste ouverte, évidemment, hein, de la formation, du diagnostic. On est plutôt sur de l'observation. Il participe à un réseau. Il est engagé dans une MAEC. Il a mis en place une action plus ciblée. Couvert mellifère, etc. Et il est dans le cadre d'une certification, il fait partie d'un référentiel ou dans une marque privée sur lesquelles il y a des conditions liées à la biodiversité. Et donc là, il pourra choisir, une fois encore, plusieurs choses dans cette liste de menus déroulants. Et on lui pose une dernière question, c'est selon lui, avant qu'il commence à faire un diagnostic, quel est son niveau de performance en matière de biodiversité? Alors, en soi, ça n'entre une fois encore pas dans le calcul de la performance de l'outil, mais ça permet en fait, on s'est aperçu au moment des tests, que souvent ils se sont surévalués à 90%, grosso modo, et que quand ils ont fait le test et qu'ils se sont aperçus qu'ils se sont surévalués,
ça a généré un ensemble de questions. Et c'est en fait ce qu'on cherche avec l'outil, c'est qu'il commence à se questionner. Pourquoi je me suis surévalué? Où est-ce que je me suis surévalué? Mais là-dessus, pourquoi je pensais que j'étais mieux en matière de biodiversité par rapport à ce que nous propose Agribest dans sa grille, etc. Et en fait, ça génère des questions qui commencent en fait à le faire cheminer sur ses réflexions, sur ses enjeux et sur l'effet de ses pratiques en matière de biodiversité. Donc voilà pour l'exploitation. Et après, donc, il a sur la partie diagnostic, soit il fait un diagnostic simulé, donc l'outil propose de pouvoir faire un diagnostic simulé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une exploitation. Ça va être plus simple de faire ça comme ça. Je vais modifier un truc. Et donc je vais sauvegarder. Alors soit je corrige mon exploitation, soit mon exploitation a évolué, j'ai un nouveau parcellaire, etc. Donc je peux faire évoluer aussi les caractéristiques de mon exploitation. Donc ça va créer une nouvelle exploitation. Là, c'est juste une correction. Il m'envoie directement sur générer un nouveau diagnostic. Donc je vais générer un nouveau diagnostic. Soit je fais un diagnostic vierge, soit je pars sur un diagnostic que j'ai déjà terminé, parce que c'est juste une évolution de mon diagnostic. Donc là, par exemple, je pars sur le diagnostic que j'ai fait sur mon exploitation de grande culture spécialisée de 150 hectares, et je pourrais partir sur un vierge. Soit j'en fais un simulé, soit j'en fais un réel. Alors c'était important parce qu'on s'est aperçu en discussion avec certains porteurs de projets que ça pouvait les intéresser, notamment les collèges et les lycées agricoles, de l'utiliser dans le cadre de formation ou d'autres. Et que donc l'idée, c'est que les diagnostics qui seront réalisés dans ce cadre-là ne rentrent pas dans la mécanique de production de référence moyenne, sinon ça va tout fausser. Donc là, l'idée, c'est que on soit sur un diagnostic simulé, mais ça peut être aussi pour l'agriculteur de se dire, tiens, si je fais évoluer telle pratique, qu'est-ce qui se passe en fait sur l'ensemble de mes résultats? Et on confirme bien que c'est sur l'atelier grande culture spécialisée. Comme il faut que le diagnostic soit attaché à une période de production, on lui demande, et ça permet aussi à l'agriculteur peut-être de se noter il y a 10 ans, ou de se noter il y a 6 mois, ou de se noter il y a 5 ans. Donc on lui propose en fait de donner une date à son diagnostic, qui permet de l'associer à une période culturelle. Et à partir de là, donc là, moi, je suis parti d'un diagnostic déjà réalisé. Et à partir de là, par exemple, vous avez la grille en elle-même. Je l'ai dit tout à l'heure, 6 niveaux de performance. Le niveau 0, c'est le niveau le plus faible. Le niveau 5, c'est le niveau le plus fort. On a construit l'outil pour que l'agriculteur n'ait pas besoin d'aller calculer quoi que ce soit. Donc, a priori, il connaît ses pratiques, donc il n'a pas besoin d'aller chercher des données spécifiques. On lui propose ici quel est le périmètre de l'outil. Ici, on parle de toutes les parcelles hors prairie permanente et parcours volaille. Donc, on précise ça. On précise aussi quels sont les enjeux biodiversité, hein. C'est un outil pédagogique. Donc, là, on lui explique en fait quels sont les enjeux biodiversité de sa gestion de la matière organique. On lui propose ici quels sont les facteurs de notation. Donc là, pour noter, nous, la gestion de la matière organique, on regarde l'existence de suivi régulier du taux de matière organique dans ces sols et les niveaux et l'évolution globale de ce taux à l'échelle de l'exploitation ou de l'atelier. Et ici, on retombe donc sur, pour aller plus loin, quelques exemples de solutions favorables et quelques ressources utiles qu'on retrouve sur l'onglet que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, on s'est aperçu au moment des tests que tout ce qu'on avait écrit n'a pas été beaucoup lu. Donc en fait, on a fait la même chose, mais en format de vidéo. Alors ce sont des vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube. Donc là, si l'utilisateur ne veut pas tout lire, bah, il clique là, ça fait à peu près 1 minute 30 et il aura toutes les informations qu'on lui donne ici. Donc ici, 3 niveaux de performance. Les 3 premiers niveaux, en général, du niveau 0 au niveau 2, sont des niveaux de performance plus dans une logique de moyens. Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Là, par exemple, est-ce que je connais mon taux de matière organique ou est-ce que je ne le connais pas? Est-ce que j'ai déjà fait des analyses? Est-ce que je fais un suivi régulier? Voilà. Donc là, on est plutôt sur une logique de moyens. Après, par contre, en général, du niveau 3 au niveau 5, on bascule sur une logique de résultats. Donc là, a priori, l'utilisateur il connaît ses niveaux, il fait un suivi régulier, il sait que son taux ne diminue pas globalement et qu'il apporte au niveau de ses parcelles des amendements organiques ou des résidus de culture suffisants pour compenser la perte. Et que lui, en plus, cet utilisateur-là, quand il fait ses analyses, il s'aperçoit qu'en fonction de son taux d'argile, il est dans le taux souhaitable. Donc là, on a repris des références tout à fait connues. Donc lui, il s'est mis au niveau 4. Alors évidemment, s'il a envie d'aller au niveau 5, l'idée, c'est que son taux continue à augmenter régulièrement, sachant que, évidemment, faire augmenter le taux de matière organique, c'est quelque chose de très très long et qu'on est rarement à l'optimum. Donc voilà le niveau 5. Donc, on le laisse comme ça, par exemple.
on valide. Et pareil sur l'ensemble des 15 facteurs. Alors, je ne vais pas vous faire tous les facteurs, je vous montre juste ce que ça donne en termes de résultats. Euh, toc. En termes de résultats, vous avez 3 couches de résultats, en gros. La première couche, donc ici, vous avez les différents niveaux de performance en fonction des 15 pratiques. Donc, vous avez le nom des pratiques ici et vous avez le niveau de performance ici. L'intérêt pour l'agriculteur, c'est de voir en fait du coup un regard sur la performance de ses pratiques agricoles. Il peut l'avoir le même graphique en format radar, qui est intéressant parce que ça permet de mettre le doigt immédiatement sur les zones sur lesquelles il est déjà bon et sur les zones sur lesquelles il y a forcément des voies de progrès à commencer à creuser. L'outil permet de faire des allers-retours, c'est-à-dire que là, il se dit sur le drainage, je me suis mis 1, pourquoi je me suis mis 1? Je me suis mis 1 parce que, a priori, je draine entre 30 et 50% de ma SAU. Si je veux aller plus loin, il faudrait que je draine moins. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il le fasse, mais ça veut dire que ça lui permet justement, une fois encore, dans l'aspect pédagogique, de voir comment il peut s'améliorer. Moi, je me permets juste de te rappeler Allez-y. le timing si on veut laisser un J'avance, temps de ça roule. questions-réponses. Voilà. Super. Merci Anne. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc on a réuni ces 15 facteurs en 4 catégories de biodiversité. Ça qui permet aussi en fait à l'utilisateur d'avoir un autre regard sur les mêmes données en se disant, tiens, là je m'aperçois par exemple sur les prairies, qui réunit donc les couverts prairiaux, les prairies permanentes et les prairies à caractère naturel. Là, je suis à 13% du niveau de performance. Alors 100%, c'est quand il a 5 partout, hein, évidemment. On a simplifié la chose. Est-ce que je peux faire mieux? Bon, a priori, c'est un producteur en grande culture, il a peu ou pas de prairies. Sur les couverts prairiaux, il doit avoir de la jachère, et c'est pour ça qu'il est au niveau 2. A priori, on se dit que c'est pas là qu'il va aller chercher des choses. Par contre, ça lui permet aussi de se rendre compte que sur ses pratiques associées au milieu humide et à l'eau, il est plutôt à un niveau de performance intéressant. Donc là, ça lui donne aussi des éléments de communication, de valorisation. Sur le cœur de parcelle cultivée, voilà, il est pas mal, il est pas super bien, mais il n'est pas si mal que ça non plus. Par contre, il peut regarder là sur ces éléments naturels du paysage, ou là, probablement que sur ces éléments écologiques remarquables, il peut cliquer dessus et se poser la question. Là, a priori, je suis au niveau 2, c'est-à-dire que tous mes éléments écologiques remarquables, qui sont les vieilles haies, les vieux arbres, les murets, les cours d'eau, les vieux bâtiments, etc., sont préservés depuis une dizaine d'années. Il n'y a pas eu de coupe d'arbres remarquable, pas de comblement de mares, etc. Si je veux aller plus loin, il faudrait que je protège tous mes éléments écologiques d'une bande végétalisée de 5 mètres de large. Donc là, ça lui permet de commencer à réfléchir, et s'il clique dessus, il a d'autres éléments pour savoir comment il peut s'améliorer. Donc ça, c'est l'autre niveau, l'autre manière de regarder les mêmes résultats. Et le dernier niveau, sur les services écosystémiques et environnementaux, je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, il peut regarder ici, par exemple, sur la biodiversité, ce qu'il génère en matière soit de préservation de la santé des sols, soit d'accueil de la faune et de la préservation des milieux, soit l'accueil des pollinisateurs et des auxiliaires. Donc entre 0 et 33%, il a une contribution faible, entre 33 et 66 moyenne, et au-dessus de 67%, il a plutôt une contribution forte. Et ici, ça lui permet de voir très rapidement que sur la préservation des sols, bon, il a une contribution moyenne. Il peut avoir des informations complémentaires sur ce que ce service intègre ou n'intègre pas, sur la représentativité de l'outil, et sur les pratiques qu'on n'estime pas en fait dans l'outil, ce qui lui permet aussi de se dire, si je veux aller plus loin sur ce sujet-là, voilà ce qu'il faut que j'intègre dans mon calcul. Là, c'est une première approche, ça me permet d'avoir quelques éléments globaux, mais si je veux aller plus loin, il faut que j'aille creuser un peu la chose. Et ici, il peut se comparer à des moyennes, soit par OTEX, soit par SICO, soit par département, et voir aussi son évolution temporaire. Donc là, comme j'ai créé 3 diagnostics différents, on voit par exemple entre 2020 et 2023, ça a un petit peu évolué de mémoire. Alors, il a le radar et le bâton, et ici on va le voir en bâton. Ouais, ça a évolué entre 2020 et 2023, comme celui-ci je ne l'avais pas changé, parce qu'il avait fait évoluer quelques pratiques. Et c'est la même chose en fait sur, et j'en termine avec ça, c'est la même chose sur les données globales, c'est-à-dire qu'il peut voir l'évolution dans le temps. Donc là, j'ai fait 3 diagnostics différents, donc il voit comment ça évolue dans le temps. Quand il passe dessus, il voit les données de l'année en question. Toujours pareil, hein, il a aussi ce graphique-là sur radar. Alors en fonction des uns des autres,
choisit ce qu'on a envie. Et il peut, une fois encore, se comparer à des références. Alors évidemment, pour l'instant, comme il y a peu de diagnostics, on n'a pas assez de diagnostics pour pouvoir produire des références moyennes, parce qu'il y a la question du secret statistique. Mais une fois encore, il pourra se comparer à des OTEX, à tout un tas de labels, enfin au SICO, donc il pourra croiser tout ça, et ou par département.